Plongeons ensemble dans les ténèbres d'une affaire qui a glacé le sang de la France entière, l'histoire de Guy Georges, surnommé le tueur de l'Est parisien. Pendant des années, une ombre a plané sur Paris, une menace insaisissable qui a semé la terreur et le deuil. 7 femmes, jeunes, pleines de vie, ont vu leur destin brisé de la manière la plus brutale qui soit. Leur seul tort, avoir croisé la route d'un prédateur. Mais comment un seul homme a-t-il pu échapper à la justice si longtemps? Comment a-t-il pu continuer son macabre périple, laissant derrière lui des familles dévastées et une ville en état de choc? C'est ce que nous allons découvrir. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un criminel, c'est aussi celle d'une enquête hors norme, d'une révolution scientifique et du courage immense des victimes et de leurs familles qui se sont battues pour que justice soit faite. Accrochez-vous, car ce récit est un voyage au cœur de l'une des plus grandes chasses à l'homme de l'histoire judiciaire française. L'horreur commence en 1991. Pascal Escarfile, une jeune femme de 19 ans, est retrouvée sans vie dans son studio parisien. La scène est d'une violence inouïe. Les enquêteurs sont face à un puzzle macabre. Mais à ce moment-là, personne n'imagine encore qu'il s'agit de la première pièce d'une série tragique. Puis, le silence. Pendant 3 ans, le prédateur semble s'être volatilisé. Mais en 1994, la machine infernale se remet en marche. Catherine Rocher, 27 ans, puis Elsa Benadi, 22 ans, et Agnès Nijkamp, 32 ans, sont assassinées. Le mode opératoire est étrangement similaire. Des jeunes femmes vivant seules, agressées chez elles, dans l'est de Paris. La police commence à relier les points, mais l'assassin reste une énigme. Il est un fantôme, un prédateur invisible qui frappe et disparaît dans la nuit parisienne, laissant les enquêteurs avec plus de questions que de réponses. La psychose s'installe. Les médias s'emparaient de l'affaire, le surnom « le tueur de l'Est parisien » apparaît, cristallisant l'angoisse de toute une population. Les femmes ont peur de rentrer chez elles seules. Une simple clé dans une serrure devient un geste chargé d'anxiété. Paris, la ville lumière, découvre sa part d'ombre la plus terrifiante. Face à cette série de crimes, la police française est mise à rude épreuve. 2 brigades prestigieuses sont sur le coup. La brigade criminelle, le fameux 36 quai des Orfèvres et la première division de la police judiciaire. Mais au lieu d'une collaboration fluide, une véritable guerre des polices éclate. Chaque service veut résoudre l'affaire, être celui qui mettra fin au cauchemar. Cette rivalité, loin d'accélérer l'enquête, va la freiner. Les informations circulent mal, les pistes sont gardées secrètes et de précieuses opportunités sont manquées. Pendant ce temps, le tueur continue son œuvre macabre. En 1995, Helen Frink-King est sa nouvelle victime. La liste s'allonge, l'impuissance des forces de l'ordre grandit. Les enquêteurs travaillent sans relâche, épluchent des milliers de dossiers, interrogent des centaines de témoins, mais le fantôme reste insaisissable. Il n'a pas de visage, pas de nom. Il est une ombre qui se fond dans la foule parisienne. La pression sur les enquêteurs est immense, venant de leur hiérarchie, des médias, et surtout d'une opinion publique qui réclame des résultats et la fin de la terreur. Le tournant de l'enquête arrive grâce à une avancée scientifique majeure, l'ADN. Au début des années 90, cette technique est encore balbutiante en France. Mais sur chaque scène de crime, les enquêteurs de la police scientifique prélèvent méticuleusement des traces biologiques. Ils collectent un ADN inconnu, le même à chaque fois. C'est la signature génétique du tueur. Pour la première fois, ils ont une preuve irréfutable qui relie tous ces crimes entre eux. Le problème, c'est qu'ils ont l'empreinte, mais pas le nom qui va avec. À l'époque, il n'existe pas de fichier national automatisé des empreintes génétiques, le FNAEG. Ce fichier sera d'ailleurs créé en grande partie à cause de cette affaire. Les enquêteurs ont donc une clé, mais aucune porte à ouvrir. Ils comparent l'ADN du tueur avec celui des suspects potentiels, un travail de fourmi long et fastidieux. Des centaines d'échantillons sont analysés, sans succès. La frustration est à son comble. Ils sont si près du but, mais le tueur reste un fantôme génétique, une énigme codée dans une double hélice d'ADN. Alors que l'enquête piétine, le tueur frappe à nouveau 2 fois en 1997. D'abord Magali Sirotti, une jeune femme de 19 ans, puis Estelle Magde, 25 ans. Mais cette fois, quelque chose a changé.
le tueur a commis une erreur. Lors de l'agression d'Estelle, il est blessé et laisse derrière lui plus de traces que d'habitude. De plus, une autre femme, Valérie, a survécu à une attaque similaire quelques années plus tôt et a pu donner un portrait robot. Un nom commence alors à circuler dans les fichiers de la police, celui de Guy Georges, un délinquant multirécidiviste déjà connu pour des agressions violentes. Son profil correspond. Il a été arrêté puis relâché plusieurs fois. L'une de ses libérations coïncide même avec le début d'une nouvelle série de crimes. Les enquêteurs sentent qu'ils tiennent enfin le bon fil. Ils décident même de comparer l'ADN de Guy Georges avec celui retrouvé sur les scènes de crime. Le suspense est à son comble. Quand les résultats du laboratoire tombent, c'est la confirmation. Le fantôme a enfin un nom. Guy Georges. L'ADN a parlé. La chasse à l'homme peut enfin commencer. Mais Guy Georges est un homme aux abois, un caméléon qui sait se fondre dans la masse. La traque est lancée. Les policiers le repèrent auprès de la station de métro Blanche. Une filature discrète s'organise. Chaque geste est calculé pour ne pas l'alerter. Le 26 mars 1998, l'ordre est donné. Au milieu de la foule, dans le quartier de la Bastille, les policiers l'interpellent. L'arrestation est rapide, spectaculaire. Pour les enquêteurs, c'est la fin de 7 années d'une traque épuisante. Pour Paris, c'est un soulagement immense. Le tueur de l'Est parisien n'est plus une ombre. Il a un visage, un nom, et il est enfin derrière les barreaux. La nouvelle fait la une de tous les journaux. Les visages des victimes, si longtemps symboles de la peur et de la tragédie, peuvent enfin être associés à l'espoir de la justice. La fin de la cavale de Guy Georges marque un tournant non seulement pour cette affaire, mais pour toute la police judiciaire française, qui a appris de ses erreurs et a intégré une nouvelle arme redoutable dans son arsenal, la science. Le procès de Guy Georges s'ouvre en mars 2001. C'est un moment historique attendu par la France entière. Dans le box des accusés, Guy Georges, impassible, nie tout en bloc. Il se présente comme une victime d'une erreur judiciaire. Face à lui, les familles des victimes, dignes et courageuses, attendent des réponses, la vérité. Le procès est une épreuve pour tous. Les détails sordides des crimes sont exposés. La douleur des familles est palpable. Les témoignages des survivantes, comme Valérie, sont poignants. Elles racontent leur calvaire, leur courage et regardent leur agresseur droit dans les yeux. Le moment clé du procès reste la confrontation avec les preuves ADN. Imparable, scientifique, la preuve par l'ADN est au cœur des débats. C'est elle qui a permis de l'identifier. Et c'est elle qui le confond. Acculé face à l'évidence et à la force des témoignages, Guy Georges finit par craquer. Dans un retournement de situation spectaculaire, il avoue. Il reconnaît les 7 meurtres. « Oui, c'est moi », lâche-t-il. Le silence dans la salle d'audience est assourdissant. Le 5 avril 2001, le verdict tombe. Guy Georges est reconnu coupable de l'ensemble des crimes pour lesquels il est jugé. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une période de sûreté de 22 ans, la peine maximale. Pour les familles, ce n'est pas une victoire, car rien ne pourra leur ramener leur fille, leur sœur. Mais c'est la fin d'un long combat pour la justice. C'est la reconnaissance de leur souffrance et la certitude que le monstre ne pourra plus jamais nuire. L'affaire Guy Georges a laissé une cicatrice indélébile dans la société française. Elle a mis en lumière les dysfonctionnements de la police, mais aussi sa capacité à se moderniser. Elle a surtout prouvé l'importance capitale de la police scientifique et de l'ADN, qui sont devenus des outils incontournables dans les enquêtes criminelles modernes. Grâce à cette affaire, le fichier national des empreintes génétiques a été renforcé, permettant de résoudre de nombreuses autres affaires par la suite. Cette histoire, aussi sombre soit-elle, nous rappelle le courage et la résilience des victimes et de leurs familles. Leur lutte pour la vérité a permis de faire progresser la justice et de rendre nos sociétés un peu plus sûres. Elle nous montre que même face à l'horreur la plus absolue, la quête de justice et la force de la mémoire peuvent l'emporter. Les noms de Pascal, Catherine, Elsa, Agnès, Hélène, Magali et Estelle ne seront jamais oubliés. Leur souvenir est un puissant rappel de la fragilité de la vie, mais aussi de la nécessité de se battre, sans relâche, contre l'obscurité. C'est une leçon d'humanité au cœur de la tragédie.
Merci d'avoir suivi cette histoire poignante avec nous. Elle nous rappelle l'importance du travail des enquêteurs et des avancées scientifiques pour que justice soit faite. Si ce type de récit vous intéresse et que vous souhaitez en découvrir d'autres, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à vous proposer du contenu de qualité. Prenez soin de vous et à très bientôt.